bienvenue à cette quatrième et pénultième soirée mathématique de Lyon de la saison 2016-2017. Donc ce soir, nous sommes ravis de vous accueillir à l'amphithéâtre Camille Jordan de l'Université Claude Bernard pour cette conférence. Donc comme j'ai dit, cette conférence elle est dans le cadre des soirées mathématiques de Lyon. Donc c'est organisé par l'Université Claude Bernard, le NS de Lyon, le lycée du Parc, l'INSA et l'École centrale de Lyon. Et c'est une série de 5 conférences mathématiques dans l'année qui ont pour but, qui se font une sur chacun des lieux et qui ont pour but de diffuser les mathématiques à plus grande échelle que juste la recherche. Donc c'est pour tous les étudiants en post-bac qui sont intéressés par les mathématiques et même pour les autres. Alors, pour ce soir, nous avons donc le plaisir et l'honneur d'accueillir Itai Beniakov, donc spécialiste en logique à l'Institut Camille Jordan, membre de l'Institut universitaire français et professeur de mathématiques à l'Université Claude Bernard. Et avant de laisser la parole, on a besoin de régler avec vous un problème technique. Donc la prochaine conférence, la dernière, aura lieu à l'École centrale de Lyon, c'est accueilli dans l'ouest de Lyon. Et comme elle est assez excentrée de Lyon par rapport aux autres, on a besoin de mettre en place un système de bus gratuit pour vous permettre d'aller à cette conférence. Donc, comme c'est la première année qu'il y a une conférence à Centrale, c'est un peu laborieux pour l'organisation. Donc, pendant la conférence, Maxime va faire passer un ordinateur. Et si vous pensez à aller à cette conférence et utiliser le bus, on vous conseille de mettre l'adresse mail. Donc, comme c'est la première année que ça se fait, on vous demande vraiment de mettre l'adresse mail si vous comptez y aller, parce qu'on a vraiment besoin de savoir combien de monde on va emmener, combien de bus on a besoin. Et voilà, pour l'organisation, ce sera tout. Il ne me reste plus qu'à laisser la parole à Itai Beniakov pour une conférence intitulée « Du trop fort au carrément faible », c'est pas le titre qui est ici, je sais, « Du trop fort au carrément faible des axiomes des mathématiques et la mathématique des axiomes ». Quelle date de la prochaine conférence? Le 13 mars. Le 13 mars. Donc, de laisser la parole à Itai Beniakov pour « Du trop fort au carrément faible des axiomes des mathématiques et la mathématique des axiomes » et à vous souhaiter une bonne conférence. Merci. J'ai besoin de parler de cette avec. Non. Il faut appuyer sur un truc en plus. Ben. Hein? Ah, non, mais moi j'ai un micro, ça m'arrange de ne pas l'utiliser ce truc en fait. Ben, je ne sais pas. Bon, si ça pose un problème, j'en sais rien. Donc d'abord un petit, comment dire. Ouais, quand Vincent m'a demandé de faire cet exposé, là, ma première réaction a été jamais de la vie. Donc, voilà, je me sens un peu mal à l'aise. Je n'ai pas trop l'habitude de faire des exposés grand public. Mes exposés pour les spécialistes sont déjà, comment dire, mais bon. Bon, si on n'entend pas en haut, vous pouvez me le dire. Mais bon, on va essayer quand même. Donc, pire que ça, ce sera un exposé qui, bon, pour présenter en quelque sorte ce que mon domaine de recherche, ben, je vais commencer quand même un peu loin. Donc, ça va être un peu historique. Et, en quelque sorte, je vais commencer par ce que je ne fais pas. Et je ne suis pas historien des mathématiques, donc bon, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le contenu mathématique de ce dont je vais parler. Donc, j'ai divisé en 3 parties, et on va commencer par une question qui a occupé beaucoup les mathématiciens au 19e, début du 20e siècle, c'est-à-dire le fondement des mathématiques. Donc, comment dire, qu'est-ce qu'il fait un mathématicien? Donc ça, vous le savez déjà. C'est très simple. On définit des objets, on démontre un théorème. Donc, je pris juste comme ça, à titre d'exemple, un truc assez classique. On définit ce que c'est qu'un nombre premier. Bon, il faut savoir déjà ce que c'est déjà un entier naturel, il faut savoir ce que c'est qu'un diviseur, etc. Bon, on construit des définitions les unes par-dessus les autres, et puis on démontre qu'il existe une infinité de nombres premiers. Bon,
vous avez vu déjà toutes ces démonstrations. L'important, c'est qu'elle aussi, elle se base sur des théorèmes que vous avez déjà démontrés. Par exemple, la factorisation des entiers naturels en facteur premier. Bon. Évidemment, si on cherche à faire ça, quelque part, il faut commencer quelque part. Il faut avoir des notions fondamentales, donc ce sont des objets que l'on admet. On ne peut pas les définir. Et puis, les théorèmes que l'on admet, les axiomes. Bon. Tout ça, a priori, vous savez déjà. Donc, je vais faire un petit saut en avant. Donc, le calcul, c'est toujours à titre d'exemple. Hein. Donc, le calcul infinitésimal, développé par Leibniz et Newton. Et bon, ils font vraiment des choses remarquables, c'est-à-dire, eux, ce qui les intéressait, en quelque sorte, c'était les calculs. En fait, c'était, bon, vous voulez... Et ils arrivaient à faire ces calculs. Et ils avaient une notion, finalement, assez intuitive de ce que c'est qu'une fonction entre réels, mais ça ne les a pas empêchés de définir la dérivation, l'intégrale, et plein d'autres choses, notion de limite. Bon, bref. On ne va pas faire un cours d'analyse. Ce que je veux quand même dire, c'est qu'on n'a pas, pour faire, je pense que plusieurs parmi nous ont appris ce que c'est que la dérivée d'une fonction, en quelque sorte, avant d'apprendre ce que c'est d'avoir une définition formelle d'une fonction. Bon, on est tous d'accord que x au carré, c'est une fonction, on peut calculer sa dérivée. Si on donne une formule, on peut calculer sa dérivée. Après, plus tard, peut-être, quelqu'un nous dit qu'une fonction, en fait, c'est une loi qui... Bon, je vous donne x, la loi me rend la valeur f de x. Bon, après, il faut dire encore ce que c'est qu'une loi. Mais en fait, tant qu'à faire, il faut, pour démontrer des propriétés des fonctions entre les réels, il faut savoir il faut connaître des propriétés des réels. Et ici, on est un peu pointilleux déjà. En fait, il faut dire qu'est-ce que c'est qu'un réel. Donc, bon, je pense que pour les gens de l'époque, un réel, c'était ça. On a 0, on a 1. Ici, quelque part, c'est un réel. Écoutez, les Grecs, ils se sont posé des questions. Est-ce que racine de 2, c'était un nombre ou non? Bon, évidemment, le terme nombre réel, c'est arrivé plus tard. Mais à l'époque de Newton, ils avaient une notion intuitive de ce que c'était qu'un réel. Ils n'ont pas défini ce que c'est qu'un réel, pourtant ils ont démontré des théorèmes. Bon. Alors, celui qui a défini, à ma connaissance, le premier à définir ce que c'est qu'un réel, c'était Dedekind, au XIXe siècle, non, qui dit, bon, un réel, c'est une partie initiale de Q, du corrationnel, qui est non vide, qui est majoré, et qui est sans un plus grand élément. On appelle ça une coupure de Dedekind. Bon, c'est une définition un peu bizarre, mais évidemment, si vous me donnez un nombre réel, je peux, si je le connais, évidemment, je peux définir l'ensemble de tous les rationnels qui sont strictement plus petits, et réciproquement, si je connais l'ensemble de tous les rationnels qui sont strictement plus petits, je connais le nombre réel. Donc je peux l'identifier avec cet ensemble-là. Autrement dit, tout réel s'identifie avec une coupure de Dedekind. Donc on peut définir les réels comme étant ces coupures de Dedekind. Et avec cette définition d'un nombre réel, on peut en effet démontrer toutes les propriétés de nombre réel, le fait que toute famille de réels bornés admet un sup, etc. Bon. Donc on peut commencer à formaliser les travaux de Newton, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs au XIXe siècle. Rendre plus rigoureuse. Bon, d'ailleurs, si tant qu'à faire, j'ai défini un nombre réel comme... Un nombre réel, c'est un ensemble. D'ailleurs, peut-être je précise, c'est un ensemble qui consiste en des rationnels qui sont a priori des objets plus simples. Donc c'est vraiment une définition réductrice.
j'ai défini les nombres réels à partir d'objets a priori plus simples. Et je peux faire pareil avec les entiers naturels. Ben, un entier naturel n, je vais l'identifier avec l'ensemble fini, qui consiste en tous les entiers naturels plus petits. Donc si vous voulez, 0, ben, il n'y a rien de strictement plus petit, donc c'est l'ensemble, on l'identifie avec l'ensemble vide. 1, ben, ça contient juste 0 qui est strictement plus petit, donc c'est l'ensemble dont le seul membre, c'est l'ensemble vide. 2, ce sera 0, etc. Bon. Les entiers relatifs aussi, on peut les représenter par des ensembles, les rationnels, etc. Bon, on peut continuer comme ça pendant longtemps. Du coup, on a parlé tout à l'heure des fonctions. Donc oui, j'ai préparé... C'est pas très important en fait ce que j'ai écrit là. En fait, il faut juste savoir qu'une fonction aussi, finalement, ce n'est qu'un ensemble. Si je veux une fonction entre x et y, en fait, je peux l'identifier avec son graphe, qui, lui, est un ensemble. Le graphe comme un ensemble de points. Je veux connaître la valeur de la fonction en ce point-là. Eh bien, je regarde où ça croise le graphe, et ça me donne la valeur de la fonction. Donc, si je connais le graphe de la fonction, je connais la fonction, et c'est ce qui est écrit là. Donc, formellement, ce sera un ensemble de paires ordonnées, et encore, bon, une paire ordonnée, c'est quoi? On peut justifier qu'une paire ordonnée, en fait, ce n'est qu'un ensemble. Donc, c'est un ensemble d'ensemble. En fait, c'est un ensemble d'ensemble. Donc, un graphe, c'est un ensemble d'ensemble d'ensemble. Bon, c'est un ensemble. Donc, tout ça pour dire que, en fait, tout est fait d'ensemble. Enfin, c'est un choix de présenter les objets mathématiques comme je viens de le faire, mais on peut dire que tout est fait d'ensemble. Tout est fait d'ensemble. Donc, finalement, on réduit tout à une seule notion fondamentale, c'est d'un ensemble. Et on définit toute autre notion mathématique, c'est-à-dire les nombres, enfin les différentes variétés et couleurs de nombres, ce que c'est qu'une fonction, ce que c'est qu'une limite, ce que c'est qu'une dérivée, etc. Bon. Par contre, je ne peux pas définir ce que c'est qu'un ensemble. Ben, évidemment, à un moment donné, il faut commencer, ce sera ça la notion fondamentale, il n'y a pas de notion plus simple. Donc, je vais essayer quand même de vous donner une idée. Bon, intuitivement, vous savez déjà, un ensemble, c'est une collection. Ben, c'est quoi une collection? Ben, je n'ai pas défini, c'est une idée. Okay, c'est une collection. Un objet, ou bien il est membre de cette collection, ou bien il ne l'est pas. Bon. C'est tout ce que je veux vous dire? Non, ce n'est pas tout ce que je veux vous dire. Alors, la chose la plus proche d'une définition de ce que c'est qu'un ensemble, c'est ce qu'on appelle l'axiome d'extensionnalité, qui dit que si j'ai deux ensembles qui ont exactement le même membre, eh ben, ils sont égaux. Voilà. L'exemple qu'on donne pour dire que c'est... Si on a tous les étudiants inscrits en tel UE et tous les étudiants inscrits dans autre UE et ils sont exactement les mêmes étudiants, ben ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes UE. Bon. Mais pour deux ensembles, c'est pareil. Donc, autrement dit, pour décrire un ensemble, ce qu'il faut faire, c'est spécifier ses membres. Bon, c'est assez simple. Et maintenant, je peux tout démontrer. Je peux vraiment faire tout des mathématiques. Tout ce qu'ils ont fait. Je vais vous donner un exemple juste pour vous en convaincre. Enfin, c'est une idée intuitive. Mais bon, je vais démontrer le théorème des valeurs intermédiaires. Par exemple. Donc, je dessine la droite réelle et j'ai une fonction continue qui fait quelque chose comme ça. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder tous les nombres rationnels pour lesquels la fonction est négative. Bon, ça va me donner tout ça et tout ça. Bon, d'accord, je vais clore, je vais prendre des plus petits aussi, enfin si j'ai quelque chose de rationnel ici, je vais prendre des plus petits, donc ça va me donner tout ça. Eh bien, ça c'est une coupure de Dedekind, c'est un réel. Et c'est un réel qui est exactement le point où la fonction vaut 0. Bon, ce n'est pas exactement la démonstration classique, mais c'est juste pour donner une idée que... C'est juste pour vous donner une idée que, finalement, pour démontrer des théorèmes, tout ce qu'il nous faut savoir, c'est construire des ensembles. Et comment on construit un ensemble? On spécifie
ses membres. Donc finalement, faire des maths, c'est facile. Bon. Normalement, toute personne ici qui connaît un tout petit peu l'histoire, c'est qu'il y a un petit bémol dans l'affaire. Donc là, c'est vraiment au tournant du siècle, qui un type dit aux gens, bah écoutez, c'est très joli, mais ça ne marche pas. Enfin, ça bah écoutez, voici un ensemble, je prends, quels sont ces, je vais spécifier, comment je vais le donner, je vais spécifier ses membres, je vais prendre tous les ensembles, enfin, ces membres sont exactement tous les ensembles X qui ne sont pas membres d'eux-mêmes, tout X qui n'appartient pas à lui-même. Et bien, si vous pensez un tout petit peu, si A appartient à A, c'est que par définition A n'appartient pas à A, et réciproquement, si A n'appartient pas à A, c'est que forcément A appartient à A. J'ai un problème. Bon. Ça s'appelle le paradoxe de Russell. Et tout ce magnifique bâtiment que je viens de prétendre de construire s'écroule. Ou presque. Donc en fait, on peut répondre au paradoxe. Et les gens ont répondu à Russell, et ils ont dit que, bon d'accord, on a dit qu'un ensemble c'est une collection, soit. On n'a pas dit que toute collection était un ensemble. C'était pas censé être une blague. D'accord? En particulier, personne n'a dit que ça c'était un ensemble, et si ça ce n'est pas un ensemble, le paradoxe disparaît. Bon. Alors, mais il faut quelque chose, c'est-à-dire, si je reviens un peu en arrière, je dis, si je sais construire des ensembles d'une manière complètement arbitraire, je peux faire des maths, mais ça c'est trop fort, j'obtiens une contradiction, ça ne marche pas. Donc, il faut que je fasse attention. Donc, arrive un système d'axiomes, ce qu'on appelle les axiomes de Zermelo-Fraenkel, qui disent, c'est un système d'axiomes pour la théorie des ensembles, un système d'axiomes pour les ensembles, qui disent la chose suivante. Bon, d'abord, il y a l'axiome d'extensionnalité que j'ai mentionné tout à l'heure, et puis, on ne va pas dire que toute collection est un ensemble. Par contre, je vais vous donner des conditions suffisantes pour que telle collection est un ensemble, telle autre collection est un ensemble, etc. Alors, je ne vais pas faire la liste entière de tous les axiomes. Je vais vous donner juste deux. D'abord, l'axiome de compréhension. Si je regarde tous les... C'est-à-dire, d'une certaine manière, peut-être, le problème ici, c'est que A était trop grand. J'ai eu absolument aucune restriction sur où je prenais les X, je pouvais le prendre vraiment n'importe où. Si je restreins ça, si je prends juste des membres de quelque chose que l'on sait déjà que c'est un ensemble, ça résout le problème. Donc je prends tous les membres d'un ensemble déjà connu et qui vérifie en plus une propriété, et bien ça c'est un ensemble. Donc c'est une partie de l'ensemble de départ. Donc ça c'est l'axiome de compréhension. Et ça suffit d'ailleurs pour la démonstration là un peu bizarre que j'ai donnée du théorème des valeurs intermédiaires. Ça marche parce que je prends une partie des nombres rationnels. Donc à supposer que j'ai déjà démontré que les nombres rationnels forment un ensemble, c'est bon. D'ailleurs, comment je vais démontrer que les nombres rationnels forment un ensemble? En fait, dans tous les axiomes, il n'y a aucun qui implique l'existence d'un ensemble infini, sauf un seul, donc on l'appelle l'axiome de l'infini, et tout ce qu'il dit, bon, on peut l'énoncer de plusieurs manières différentes, mais grosso modo, ce qu'il dit, c'est que la collection de tous les entiers naturels, tels que je les ai définis tout à l'heure, eh ben, c'est un ensemble. Bon, très bien. Et puis, il y en a plein d'autres, on ne va pas les donner tous. Ok, donc, voilà, là, ça marche. C'est-à-dire que depuis, là, je pense que ça date de 1908, enfin, bon, bref, début du XXe siècle, les axiomes de Zermelo-Fraenkel servent vraiment de fondement pour les maths. On peut vraiment définir donc tous les objets mathématiques qui nous intéressent et pourquoi se restreindre à l'analyse, hein, des espaces vectoriels, enfin bon, tout. On peut les définir comme des ensembles au final. Et on peut démontrer tous les théorèmes. Alors, dans ZF, où
des fois, il nous faut un axiome de plus, ce qui s'appelle l'axiome du choix. Ceux qui connaissent, ceux qui savent ce que c'est, très bien. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour aujourd'hui, on s'en fiche. Bon. Mais c'est un système d'axiomes dans lequel on peut faire les maths, toutes les maths a priori, sauf qu'il y a quand même un petit souci, c'est-à-dire on a déjà fait une connerie. On a déjà pensé que, voilà, avec ça, on peut faire des maths, sauf qu'il y a eu ce type-là qui nous a dit « Ah non, ça ne marche pas », qui nous promet qu'on ne vient pas de faire la même erreur. Bon, a priori, les axiomes sont des choses qu'on y croit vraiment, ça représente vraiment notre intuition de ce que c'est qu'un ensemble. Finalement, un ensemble, c'est quelque chose assez... On a déjà eu de l'intuition et ça n'a pas marché. Donc, en fait, qui nous garantit que le système ZF n'est pas lui aussi paradoxal? Il n'y a pas le paradoxe de Russell, mais peut-être un autre. Eh bien, la réponse est personne. Et pire que ça, personne ne peut y remédier. Et ça, c'est un théorème. C'est un théorème qui nous fait passer à la deuxième partie. Je n'ai aucune idée quand j'ai commencé. Bon, peu importe. Oui, donc quelques limitations. Donc les gens à l'époque, ils croyaient, voilà, on a un système d'axiomes, on peut tout faire. Et il y a quelques bémols à ça, pas du même genre que le paradoxe de Russell, mais un peu plus profond, un peu plus intrinsèque, beaucoup plus incontournable. Alors, je répète ma question. Le système d'axiomes ZF est-il cohérent? Cohérent, ça veut dire juste non contradictoire. Je ne peux pas arriver à une contradiction, je ne peux pas arriver à un paradoxe. Et à supposer qu'il est cohérent, il y a une autre question qui se pose, est-ce qu'il est complet? Est-ce que je peux, avec ce système d'axiomes, démontrer tous les théorèmes qui sont vrais? Après, on peut se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est vrai, et ça c'est une question philosophique dans laquelle je ne veux pas rentrer. Est-ce qu'il existe vraiment un univers dans lequel les choses sont vraies ou fausses, ou est-ce que ce sont... Non. OK. Juste, est-ce qu'on peut... Mais quand même, on peut se demander, est-ce qu'on peut tout démontrer? Bon, on verra. Alors, pour tout dire, les ensembles, c'est quand même assez compliqué, et c'est très riche, c'est très souple, et justement, cette richesse et cette souplesse font que ce soit un peu trop compliqué. Du coup, je vais me restreindre. En fait, au lieu de considérer tous les ensembles, juste question de notation, la collection de tous les ensembles, qui n'est pas, elle, un ensemble, on la note V pour des raisons historiques, voilà, et entre les ensembles, on a une seule relation possible, la relation d'appartenance, mais je veux me restreindre à seuls les ensembles, les entiers naturels. Je vais oublier tous les autres ensembles. Et avec ces entiers naturels, je vais aussi me restreindre, je vais savoir juste comment les comparer, comment les additionner et comment les multiplier. OK. Pour tout dire, si je sais les additionner, je sais aussi les comparer parce que A est plus petit que B, si je peux ajouter quelque chose à A pour obtenir B, mais bon. Et évidemment, je peux construire, si je sais multiplier 2, je peux multiplier 3. Mais disons, mes connaissances des bases par rapport au naturel se restreignent à ça. Et du coup, il faut donner encore un système d'axiomes, donc ce ne sera pas le même que ZF, ce sera un autre, spécifique pour les entiers naturels. Alors, bon, là aussi, on a un peu de souplesse, mais il y a un qui est à peu près standard, on appelle ça l'arithmétique de Peano. Et bon, je ne vais pas tout le donner, mais grosso modo, il nous dit comment additionner. C'est une définition un peu récursive de l'addition. Je sais comment additionner 0, et si je sais additionner y, je sais aussi additionner y plus 1. Pareil pour la multiplication. Puis, le plus important, c'est la récurrence. La récurrence, c'est un principe que, encore une fois, vous connaissez déjà tous, j'espère, bien. Donc, j'ai une propriété. Et là, je suis un peu flou sur ce que j'entends par propriété. Mais bon,
je vais peut-être après préciser un peu plus ce que j'entends par propriété. Mais pour l'instant, si j'ai une propriété, et cette propriété est vraie pour 0, et si je sais que dès qu'elle est vraie pour un x, elle est vraie aussi pour son successeur, elle est vraie pour tous les entiers naturels. Alors ça, c'est un système d'axiomes. Et sur ce système d'axiomes, je peux poser exactement les mêmes questions. Donc, 1, est-ce qu'il est cohérent? Alors là, franchement, la personne raisonnable va vous dire bah oui, parce que c'est vrai. Alors là, si les ensembles, je ne peux pas mettre les doigts sur l'univers de tous les ensembles. Par contre, les entiers naturels, on sait ce que c'est. Oh, franchement. Donc, a priori, ces axiomes, ils sont tous vrais dans les entiers naturels que l'on connaît. Donc, a priori, ça devrait être cohérent. A priori. Mais c'est quand même, c'est pas une démonstration. Ça doit être vrai, mais ce n'est pas une démonstration. Alors, je me permets quand même cette question. Et puis, la même deuxième question, est-ce qu'on peut démontrer tout ce qui est vrai, tous les énoncés arithmétiques vrais, c'est-à-dire tout ce qui est vrai dans cette structure mathématique, est-ce que je peux les démontrer à partir de ces axiomes? Et la réponse, les réponses sont à peu près les pires possibles. Donc, il me manque la musique. Ok, donc, bon, j'espère que vous connaissez le nom de Kurt Gödel, un logicien des années 30. Cet théorème-là date des années 30. Il a vécu beaucoup plus que ça. Il était un peu fou. Je crois qu'il est fini par mourir tout simplement de faim parce qu'il faisait confiance à personne. C'était un taré. Mais bon, il a démontré des choses quand même impressionnantes. Donc, est-ce que le système d'axiomes, est-ce que l'arithmétique de Peano est cohérente? Bon, je vais vous expliquer pourquoi, personnellement, j'espère ne jamais connaître la réponse, et vous aussi, vous avez intérêt à espérer pareil. Ok, est-ce qu'il est complet? Par contre, là, il répond un tout petit peu moins, moins étrange. Non. Mais bon, alors vous allez me dire, bon d'accord, c'est qu'on a oublié un axiome, on a oublié 2 axiomes. Non, 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 non. Vous ajoutez des axiomes? Non. C'est juste irrémédiablement incomplet. Alors, pour expliquer comment Gödel, ce qu'il a fait en fait pour démontrer tous ces théorèmes, commençons d'abord par le fait que, je viens de dire que dans la théorie des ensembles, c'est-à-dire dans le système axiomatique ZF, je peux coder tous les objets mathématiques. Bon, dans l'arithmétique, je ne peux pas coder tous les objets mathématiques, je peux coder par contre tous les objets mathématiques finis. Par exemple, je peux coder ce que c'est qu'un énoncé, je peux coder ce que c'est qu'une preuve. Si vous ne me croyez pas, pensez un peu à ce que vous portez tous dans vos poches probablement, c'est-à-dire des ordinateurs. Finalement, quand vous écrivez un texte pour l'ordinateur, au final, ce n'est qu'un nombre. Ou une série de nombres, une suite de nombres, je peux la coder par un seul nombre. Donc, et après, un ordinateur, il peut vérifier si j'écris. Bon, il faut que je formalise vraiment mon langage et mon raisonnement, mais tout ça peut se faire. Donc, on peut écrire les démonstrations de sorte qu'un ordinateur puisse vérifier que la démonstration est juste. Et si je peux le faire, peut-être la partie cruciale de l'argument de Gödel, c'est que dans ce système d'axiomes PA, je peux exprimer quelque chose du genre, si un ordinateur, tout ce qu'un ordinateur peut vérifier, ou tout ce qu'un ordinateur peut calculer, ce système d'axiomes peut le calculer aussi. C'est un peu flou, je sais, mais ça marche. Donc en particulier, je peux écrire dans ce système d'axiomes, je peux écrire, ce numéro,
donc cet entier naturel, en fait, c'est le code d'une preuve de quelque chose à partir de tel système d'axiomes. Je peux parler de ça. Ça devient un énoncé arithmétique. Voilà, très bien. Et du coup, on peut parler des théorèmes de Gödel. Le premier théorème, il dit que l'arithmétique de Peano ne peut pas être complète. Pire que ça, si j'ajoute des axiomes, et après l'ajout d'axiomes, ça reste toujours cohérent, eh bien, c'est toujours pas complet. Alors, je vous donne la preuve, ce qui est une esquisse de la preuve, et je triche un tout petit peu. Mais grosso modo, c'est ça. Donc, le cœur de la preuve, évidemment, c'est dans la première ligne que je laisse comme boîte noire, qui dit qu'on peut écrire des énoncés autoréférentiels. On peut écrire un énoncé qui dit « Ah, je ne suis pas démontrable », c'est-à-dire il n'existe pas un entier naturel qui code une preuve de moi. On peut le faire. Donc je peux dire « Je ne suis pas démontrable à partir de PA » ou de PA' si j'ajoutais des actions. Bon, alors cet énoncé, il est ou bien vrai ou bien faux. S'il est faux, c'est que je ne peux pas le démontrer parce que mes axiomes, bon, je suppose que mes axiomes sont tous justes. Donc, avec des axiomes qui sont justes, je ne peux pas démontrer quelque chose qui est faux. Donc, je ne peux pas le démontrer. Mais si je ne peux pas le démontrer, c'est qu'il est vrai. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas me démontrer. D'accord? Donc, s'il est faux, il est vrai. Donc, il est faux. Donc, il est vrai. Bon. Donc, il est vrai. Mais il est vrai. Donc, on ne peut pas le démontrer. Ça a l'air d'être de l'arnaque, mais ça marche. Bon, il y a des variantes même plus puissantes que celle-là, mais on va rester avec celle-là. Donc, je vais vous donner peut-être deux corollaires de ce théorème. Donc, d'abord, bon, techniquement, le Zermelo-Fraenkel, ça ne parle pas des entiers naturels, ça parle d'ensemble, mais quand même, à partir de Zermelo-Fraenkel, on peut démontrer que tous les axiomes, à partir de Zermelo-Fraenkel, on peut construire l'ensemble des entiers naturels, on peut démontrer que tous les axiomes de PA sont vrais. Donc, moralement, en trichant un tout petit peu, Zermelo-Fraenkel, c'est PA plus éventuellement d'autres axiomes. Et donc, d'après le théorème, si Zermelo-Fraenkel est cohérent, alors Zermelo-Fraenkel n'est pas complet. Donc, et c'est le même problème, mais c'est irrémédiable. Si j'ajoute des axiomes à ZF, c'est toujours juste PA plus d'autres axiomes, c'est jamais complet. Deuxième corollaire, il n'existe pas d'algorithme qui décide si un énoncé est vrai ou faux dans les entiers naturels. C'est pour ça que je dis que le premier théorème de Gödel est encourageant. Parce que moi, je suis payé pour enseigner un tout petit peu et faire de la recherche, démontrer de nouveaux théorèmes. Et c'est ce que dit ce corollaire, c'est qu'au moins moi, un ordinateur ne pourra jamais me remplacer. Pourquoi c'est vrai? Parce que si je pouvais décider avec un algorithme si un énoncé est vrai ou faux, alors je choisirais, je n'ai pas vraiment précisé ce que j'entends par un système d'axiomes, mais quelque chose qu'un ordinateur peut décider si c'est bon ou non. Ça, pour moi, c'est un système d'axiomes tout à fait légitime. Donc, je prends tous les énoncés que cet algorithme dit « oui, c'est vrai ». Ça me donne un système d'axiomes pour l'arithmétique de Peano qui est complète parce que si un énoncé quelconque il est vrai, il est déjà un axiome, et s'il est faux, sa négation, c'est déjà un axiome. Donc, j'aurai un système d'axiomes complet qui contient PA, et ça, ce n'est pas possible. Donc, il ne peut pas y avoir un tel algorithme. Donc, ça c'est bien. Oui, sauf que
il a démontré un deuxième théorème en élaborant un peu sur le premier. Donc là, je mets les détails, mais il a démontré un deuxième théorème. Donc, grosso modo, là, on va être un peu plus flou, mais bon, je prends un système d'axiomes dans lequel je peux faire de l'arithmétique. Donc, l'arithmétique des Peano, je peux faire l'arithmétique. Dans la théorie des ensembles, je peux définir les entiers naturels, donc je peux aussi faire de l'arithmétique. Donc, un système d'axiomes l'un ou l'autre, enfin, ou quelque chose de ce genre-là. Et du coup, je peux dire, comme je peux faire de l'arithmétique, et comme Gödel me dit, bon, du coup, je peux coder ce que c'est qu'une preuve, et je peux écrire un énoncé qui dit mon système d'axiomes est cohérent. Comment je le dis? Je dis il n'existe pas un objet tel que dans mon codage, cet objet code une preuve de quelque chose contradictoire. Bon, j'ai choisi 0 égale 1, mais on s'en fiche. Il n'existe pas une preuve de l'absurde à partir de mon système d'axiomes. Ça, c'est quelque chose que je peux écrire, et je peux me poser la question, est-ce que je peux démontrer ce théorème à partir de mon système d'axiomes? Et la réponse de Gödel est tout simplement non. Enfin, s'il est cohérent, non. Évidemment, s'il est faux, s'il n'est pas cohérent, s'il est contradictoire, à partir d'une contradiction, je peux tout démontrer. Donc, je vais peut-être énoncer la contraposée. Si on peut démontrer à partir de A que A est cohérent, eh bien c'est que A est contradictoire. C'est la même chose, c'est juste un énoncé plus drôle. Bon, et ça c'est décourageant, parce que ça veut dire que, grosso modo, je ne saurais jamais si le système d'axiomes que j'ai choisi pour faire des maths est contradictoire ou non. C'est gênant. Honnêtement, c'est gênant. Enfin, pire que ça, j'espère jamais trouver une preuve que la théorie des ensembles est cohérente. Parce que si je trouve une preuve que la théorie des ensembles est cohérente, c'est qu'elle ne l'est pas. C'est frustrant. Bon, alors pareil pour l'arithmétique des Peano. Alors vous allez me dire, bon d'accord, avec la théorie des ensembles, on peut démontrer que l'arithmétique des Peano est cohérente. Mais si je ne sais pas que la théorie des ensembles est cohérente, ça ne me dit pas que l'arithmétique est cohérente. Enfin, vraiment, on a un vrai problème de fondement, et ça, c'est quelque chose contre lequel on peut strictement rien. Et là, c'est un théorème, on peut strictement rien. Donc, il faut un peu de foi. Chacun et sa foi à lui. La nôtre, bon, après un siècle, on s'est dit, bon, s'il y avait une contradiction, on l'aurait déjà trouvé. Ce n'est pas un argument, mais honnêtement, c'est le mieux qu'on puisse faire. Bon, pour l'arithmétique des Peano, nous croyons vraiment qu'elle est cohérente, parce que franchement, on sait tous ce que c'est qu'un ensemble, on sait tous ce que c'est qu'un entier naturel. Justement, on ne sait pas tous ce que c'est un ensemble, mais on sait tous que c'est qu'un entier naturel. On sait que l'arithmétique des Peano est vraie dans les entiers naturels, donc ça ne peut pas être contradictoire. Bon, là, ça commence à devenir un tout petit peu plus philosophique, mais il y en a des gens qui vont vous dire, écoutez, c'est quoi un entier naturel au final, si on oublie un peu la définition ensembliste? Au départ, c'était ce que 14 pommes ont en commun avec 14 brebis. Bon, maintenant, si vous voulez dire que ça vous permet de savoir ce qui se passe avec des entiers naturels qui sont plus grands que le nombre des atomes dans l'univers, bon, il y a des gens pour qui ça pose un problème philosophique. Moi, personnellement, il faut croire en quelque chose. Moi, je crois que tout ça, c'est cohérent. Bon. Il est quelle heure? Quand est-ce que j'ai commencé, en fait? Je n'ai aucune idée. OK. Non, parce qu'il y a eu des annonces. Si ça se trouve, j'avance un peu trop vite, mais c'est pas grave. OK. Si ça se trouve, j'avance pas trop vite. Bon, après, donc ça, c'était vraiment un point de départ assez important pour la logique mathématique. Donc la logique, c'est-à-dire vraiment, on étudiait le raisonnement mathématique en tant qu'objet mathématique. Et bon, les gens, après, ils peuvent... ça bifurquait un peu. Ça bifurquait pas mal. Donc,
si je cherche, enfin, quand je cherche un niveau, quand je parle de niveau, bon, vous verrez. Mais déjà, je peux me demander, je ne peux pas démontrer que ZF est cohérent, mais ce qu'on peut démontrer, c'est que si ZF est cohérent, alors ZF plus un axiome supplémentaire est toujours cohérent. Donc, par exemple, on a démontré que ZF plus l'axiome du choix est cohérent. Si ZF est cohérent. Si ZF est cohérent, le ZF plus l'axiome du choix est faux, est cohérent. Pareil pour l'hypothèse du continu. Bon, l'hypothèse du continu, c'est on demande quelle est la taille de l'ensemble des réels. On sait depuis Cantor qu'il y a strictement plus de réels que des entiers naturels, mais est-ce qu'il y a des détails, est-ce qu'il y a des infinis entre les deux, oui ou non? Bon, l'hypothèse du continu dit qu'il n'y en a pas, que c'est vraiment le successeur. Et on peut démontrer que si ZF est cohérent, alors ZF plus l'hypothèse du continu est cohérent, et ZF plus la négation de l'hypothèse du continu est fausse, est toujours cohérent. Donc, autrement dit, l'axiome du choix et l'hypothèse du continu sont indépendants des axiomes des Zermelo-Fraenkel. Bon, après, donc là, je reste au même niveau de cohérence. Ce n'est pas plus difficile d'être cohérent. Je peux monter plus haut. Donc, on peut dire, je vais ajouter, il me manque des axiomes. Je sais que je ne vais jamais arriver à un système complet, mais je peux essayer de me rapprocher. Donc, ces axiomes manquants prennent souvent la forme de il existe un grand cardinal. Bon, c'est-à-dire il existe un cardinal, c'est juste quelque chose qui mesure la taille d'un ensemble. Donc, il existe un ensemble très très grand, tellement grand que bon, il y a plusieurs types de grands cardinaux, mais normalement, au moins le minimum qui va suivre, il est tellement grand que si je regarde tous les ensembles qui sont plus petits que ce cardinal, en fait, il faut dire héréditairement plus petit, mais on s'en fiche, on triche un peu, d'accord? Donc, si je regarde tous les ensembles qui sont plus petits que ce cardinal, en fait, déjà, donc ça forme un ensemble, ça c'est toujours vrai, et cet ensemble, en fait, c'est aussi un modèle de la théorie des ensembles, ça vérifie tous les axiomes de la théorie des ensembles. Tellement il est grand ce cardinal que tout ce qui... Il est tellement grand que tout ce qui est en dessous de ce cardinal, c'est déjà assez grand pour être un univers entier pour les ensembles. Et après, on peut le comparer. Par exemple, il peut y avoir un grand cardinal qui est plus grand qu'un autre, et du coup, ça veut dire que si ce cardinal, c'est un grand cardinal qui est plus grand qu'un autre grand cardinal, ben ça veut dire que dans l'univers qui est en dessous de ce grand cardinal, il existe le cardinal plus petit. Donc, l'existence du grand cardinal implique l'existence du petit grand cardinal. Donc, ça vous donne vraiment une espèce d'ordre sur la puissance d'axiomes supplémentaires. C'est intéressant, c'est la théorie des ensembles modernes, c'est pas ce que je fais. Bon, juste, ah oui, ceux qui me connaissent déjà savent que quand je n'ai pas envie de démontrer quelque chose, je laisse un exercice. Pourquoi on ne peut pas démontrer un théorème de cohérence relative entre ZDF et ZDF et il existe un grand cardinal. C'est-à-dire, bon, voilà, c'est pas possible de le faire. Pourquoi? Bon, peu importe. OK. Et si on ne veut pas chercher au niveau égal, on ne peut pas aller plus fort, on peut aller plus bas. C'est-à-dire, on est un peu, en quelque sorte, on s'avoue vaincu. On ne pourra jamais vraiment comprendre la théorie des ensembles, ligne arithmétique d'ailleurs. Et du coup, bon, alors on va chercher quelque chose qu'on peut comprendre. Et notamment, on va essayer d'éviter le problème du théorème de Gödel en cherchant quelque chose où on ne peut pas faire l'arithmétique. Alors, c'est un peu lâche, mais ça marche super bien.
Et donc, dans cet univers des ensembles, où en quelque sorte on ne comprend pas grand-chose, il y a quelques îlots où on comprend très bien ce qui se passe, et en quelque sorte, on peut faire à la fois de la logique et, entre guillemets, de vraies maths. C'est-à-dire, OK. Alors, je vous donne un exemple. Donc, on arrive dans le domaine qui s'appelle la théorie des modèles. Ça, c'est mon domaine de recherche. Et je ne vais pas faire une présentation de toute la théorie des modèles. Je vais essayer de vous donner plutôt un exemple qui montre un peu ce qu'on fait. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'elle fait la théorie des modèles? Juste pour, voilà, on étudie des systèmes d'axiomes d'une certaine manière, et on étudie leurs modèles, c'est-à-dire des structures mathématiques dans lesquelles les axiomes sont vrais. Donc voilà, on ne cherche plus à comprendre tout l'univers de toutes les maths, mais juste certaines structures et les axiomes. Et qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, je reviens au réel. Donc, je regarde la structure qui consiste en les réels, et les seules choses que je peux faire avec des réels, c'est encore une fois de les comparer, de les additionner et de les multiplier. Bon, si je sais les additionner, je connais 0, donc je peux aussi les soustraire. Enfin, si je connais ces choses-là, je sais aussi faire autre chose. Mais ce que je me donne comme connaissance atomique, connaissance de base, c'est ça. Et je repose la même question que tout à l'heure. Est-ce que je peux trouver un système d'axiomes pour cette structure qui soit complet? Et finalement, la réponse est oui. Et comment on le démontre? Bon, c'est la personne qui l'a démontré, c'était Tarski, Alfred Tarski en 1951, qui a montré que la théorie des corps et le clos élimine les quantificateurs, qui résout le problème. N'est-ce pas? Ah, bon, OK. OK, donc définition. Donc d'abord, je vais vous donner les axiomes que je vais prendre pour le corps réel. Ça, oui, c'est pas génial, mais il y a juste le corps réel ici. Hein. Corps réel, ordre, addition, multiplication. Bon. Alors d'abord, je vais vous dire ce que c'est qu'un corps réel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un corps réel clos? D'abord, c'est un corps. D'accord? Donc, je sais additionner, je sais multiplier, je sais soustraire, je sais diviser par des choses qui ne sont pas partout sauf 0. Hein. Et je veux que ce soit en plus un modèle des axiomes suivants. Donc, je dis modèle juste parce que c'est ça le jargon qu'on utilise, mais juste dire les axiomes sont vrais. D'accord? Donc, je joue des axiomes. Donc, première axiome. En fait, tout ce que j'essaie de coder, c'est le fait que dans les réels, il y a un ordre et que les positifs sont les carrés. Alors d'abord, moins 1 ne peut pas être une somme de carrés. Parce qu'une somme de carrés va toujours être positive. Ou nulle, mais pas moins 1. Bon. OK. Tout polynôme de degré impair admet une racine. Je l'ai déjà dessiné en fait. C'est juste le théorème des valeurs intermédiaires. Si j'ai un polynôme de degré impair, il va être très négatif quand je vais vers moins infini et positif quand je vais vers plus infini ou l'inverse. Donc, il admet forcément une racine. Et finalement, d'accord. Donc, ce que je ne sais pas, c'est pour le polynôme de degré pair, par exemple x au carré, ou quelque chose comme le polynôme de la forme x au carré moins a. Ça, c'est un polynôme de degré pair. Donc, a priori, il n'admet pas forcément une racine. Il admet une racine si seulement si a est un carré. Et je sais que, bon, si a n'est pas un carré, c'est que a est négatif. Donc, moins a est positif. Donc, moins a admet un carré. Donc, ou bien a ou bien moins a est un carré. C'est une définition. C'est un système d'action qui
tous ces axiomes sont vrais dans le corps réel. Et qu'est-ce qu'il a démontré? Ah oui, pardon, avant de dire ce qu'il a démontré Tarski, donc là je parlais d'ordre, là je n'ai pas parlé d'ordre, mais en fait, si j'ai un corps réel clos, il y a une seule manière raisonnable de mettre un ordre dessus. X est plus petit que Y, si seulement si Y moins X est positif, c'est-à-dire si seulement si Y moins X est un carré. Bon. Au moins la définition devrait être à peu près claire. Ce qui est le théorème de Tarski, qui est un théorème finalement assez fort, c'est que donc élimination des quantificateurs. Okay. Alors qu'est-ce que ça veut dire élimination des quantificateurs? Toute propriété de premier ordre peut être exprimée sans quantificateur. Bon, c'est quoi une propriété de premier ordre? C'est ce que je ne voulais pas définir, mais intuitivement, c'est tout ce que vous pouvez exprimer en utilisant ce langage, donc l'ordre, la multiplication et l'addition, tout ce que vous pouvez exprimer avec ça, plus des quantificateurs, c'est-à-dire pour tout et il existe. Par exemple, je sais exprimer x est un carré. Il existe un y tel que y au carré égale x. Donc ça, c'est une propriété de premier ordre que j'exprime avec un quantificateur. Sauf que dans le réel, je peux l'exprimer aussi sans quantificateur. Donc ça, c'est une évidence que j'ai écrit là, mais ce qui est un vrai théorème, c'est que ça marche toujours. Dès que j'écris une propriété aussi compliquée que je veuille, elle est toujours de... Là, c'était une propriété d'un seul x, mais je peux définir une propriété compliquée de x, y et z. Ce sera toujours équivalent à une propriété que je peux exprimer sans quantificateur. Donc, c'est ça l'élimination des quantificateurs dans les corps réels clos. Bon, on a compris ça, super. Donc, maintenant, quelques conséquences de ce théorème de Tarski. D'abord, il existe un algorithme qui peut décider, pour chaque énoncé, oui, quand j'ai dit, je me rends compte que je n'ai pas vraiment justifié que ce soit un système de... Oui, ok, non, ok. Bon. Ok, donc d'abord ça quand même. Il existe un algorithme qui décide pour chaque énoncé de premier ordre, c'est-à-dire pour tout il existe blablabla, s'il est vrai ou non. Comment je vais faire? Je sais que si on me donne un tel énoncé, ben, je vais trouver un énoncé sans quantificateur qui lui est équivalent. Je sais qu'il existe par Tarski. Du coup, en fait, tout ce qu'il faut, c'est chercher une preuve qui montre que... Enfin, il faut chercher un énoncé et une preuve que les deux énoncés sont équivalents. Bon, ça risque de prendre très longtemps, mais si j'écris, mais l'algorithme qui le fait va sûrement trouver quelque chose à la fin parce que le théorème de Tarski dit qu'il va toujours trouver quelque chose sans quantificateur qui est équivalent à l'énoncé qu'on m'a donné. Et une fois que j'ai trouvé l'énoncé sans quantificateur, qu'est-ce qu'il peut dire? Du coup, s'il n'y a pas de quantificateur, c'est juste un énoncé, il n'y a pas de variable libre, c'est quelque chose qui est ou bien vrai ou... Ça doit être quelque chose de la forme, bon, je prends quelque chose, je le multiplie par autre chose, je compare, mais bon, d'accord, je teste si c'est vrai ou non. Un algorithme assez intelligent devrait savoir me dire si ça c'est plus petit ou non que ça, et à la fin, il va me dire, bon, après, ça va dire ça, ou ça, et non ça, d'accord. Mais à la fin, je dis, oui, mais c'est vrai ou faux, je sais. D'accord, donc l'algorithme va nous trouver pour chaque énoncé s'il est vrai ou faux. Et ce que j'ai oublié de mettre sur mes transparents, c'est que pour l'énoncé de complétude que j'ai donné tout à l'heure, de Tarski, donc, oui, enfin, donc en fait la vérité d'un énoncé comme ça, en fait, et ce sera aussi conséquence de la théorie des corps réels clos, et en fait, on en déduit que... Donc la théorie des corps réels clos, elle va d'abord dire que notre énoncé compliqué, il est équivalent à quelque chose sans quantificateur, et après, la même théorie, les mêmes systèmes d'action va nous dire si c'est vrai ou faux. Du coup, ça va décider, pour toute chose, si c'est vrai ou c'est faux, et donc le système d'axiome, il est complet. Et donc,
ça nous donne en quelque sorte une réponse au problème posé par Gödel. On a trouvé une partie des maths où on comprend plus ou moins tout. Bon, mais ça, c'est vieille école, c'est-à-dire écrire des algorithmes qui décident des choses. Ce ne sont pas des algorithmes pratiques, d'ailleurs, faut dire, c'est un algorithme qui va finir, après, s'il va finir avant ou après la fin de l'univers, j'en sais rien. C'est un théorème qui va finir. Bon, on peut estimer aussi combien, mais ce sont des estimations atroces. Donc, on va faire autre chose. Enfin, mais on ne doit pas s'arrêter là. Donc, on va un peu... Ah, j'en suis où là? Oui, voilà. Donc, là, je commence à parler vraiment de la théorie de modèles moderne. Alors, je vous donne un exemple de ce qu'on fait en théorie de modèles moderne. Je prends le corps, pas forcément le corps réel, je prends n'importe quel corps réel clos. Et je prends n'importe quelle propriété que je peux définir avec quantificateur, etc. Bon, vous savez déjà, mais c'est une propriété d'un seul élément. Et j'écris l'ensemble de tous les éléments où cette propriété est vraie. Alors, cet ensemble, il est très, très simple. En fait, c'est juste une réunion finie de points et d'intervalles. Comme je n'ai aucune idée quand j'ai commencé, je vais juste continuer. Donc, preuve. D'abord, on va considérer une propriété... oui. D'abord, je vais considérer une propriété très simple. Une propriété que je peux définir sans quantificateur, d'ailleurs. Juste, je dis un tel polynôme en x est positif ou nul. Alors, je vais regarder. Qu'est-ce que ça me définit? Bon, on oublie le rationnel ici. Ça me définit cette partie-là. Ça, c'est une réunion finie d'intervalles. Si jamais j'avais aussi un truc comme ça, j'aurais aussi un point. Bon. Le théorème de Tarski me dit que telle propriété s'exprime sans quantificateur, et les seules choses que je peux exprimer sans quantificateur, ce sont des choses comme ça. Enfin, ou des combinaisons booléennes, des choses comme ça, c'est-à-dire P1 il est positif, et P0 et P2 il est négatif, sauf si P3 il est positif, et des choses comme ça. Mais si on prend des combinaisons booléennes d'ensemble qui sont chacun une réunion finie d'intervalles et de points, on obtient une réunion finie d'intervalles et de points. C'est vraiment pas difficile à voir. Donc, d'après le théorème de Tarski, j'obtiens que tout ensemble, ce qu'on appelle ensemble définissable dans un corps réel clos, est réunion finie de points et d'intervalles. Un ensemble, une structure qui vérifie cette propriété, on appelle O minimal. Bon, c'est un nom, peu importe. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, donc la propriété d'hominimalité, je viens de montrer, c'est une propriété des corps réels ou plus généralement des corps réels clos, c'est-à-dire de tous les corps qui vérifient les mêmes actions que les corps réels. Mais en fait, si j'isole cette propriété, dans chaque structure qui a cette propriété qui, a priori, n'a pas besoin d'avoir grand-chose à voir avec les corps réels clos, ça n'a pas besoin même d'être un corps, ou ça peut être un corps, mais avec beaucoup plus de structure, je peux démontrer des propriétés analytiques ou géométriques. Bon, je ne vais pas être très précis, mais je peux démontrer des propriétés des corps réels dans n'importe quelle structure en minimal. Par exemple, donc, un énoncé facile à donner, je prends une structure au minimal et je prends une structure définissable. C'est-à-dire, son graphe, je peux le définir, comme tout à l'heure, par une propriété de premier ordre. Alors, cette fonction, elle est forcément continue par morceau. Si c'est un corps, elle est même dérivable par morceau. Donc, pour les corps réels, c'est à peu près... Bon, c'est pas inévident, il faut faire un tout petit peu. Mais maintenant,
j'obtiens le même résultat aussi pour des corps beaucoup plus compliqués que le corps réel. Donc, un théorème un théorème de ce genre. Donc, je prends le corps réel et je me permets de faire d'autres choses que juste comparer, additionner et multiplier. Par exemple, je me permets de calculer l'exponentielle d'un nombre réel et je me permets de calculer le sinus d'un réel A. Non. Je me restreins juste la fonction sinus, je la restreins à l'intervalle 0,1. Alors cette structure, elle est au minimal. Tout ce que je peux définir ici, c'est des intervalles, des réunions finies d'intervalles de 2 points. Et donc, par conséquent, toute fonction que je peux définir ici, elle est forcément continue, dérivable par mon sens. Encore une fois, un exercice. Pourquoi j'ai dû restreindre cette fonction à l'intervalle? Qu'est-ce qui se passe si je mets la fonction sinus tout entière? Pourquoi ce ne sera pas au minimal? Enfin, pire, pourquoi ce ne sera pas décidable? Si quelqu'un a suivi. Bon. Donc, voilà. Oh, pile à l'heure. Donc, je vais juste, voilà, quand même, on arrive à la théorie des modèles modernes, donc c'est ce que je fais moi et plusieurs collègues ici, et nous sommes très modestes et en même temps assez prétentieux. C'est-à-dire, on est modeste, c'est-à-dire, au lieu d'étudier toutes les mathématiques comme font certains logiciens, les théoriciens des ensembles, on se concentre sur des structures, voilà, sur des îlots de mathématiques, juste des structures spécifiques, les axiomes qui sont vrais dans des structures spécifiques, pas plus. Mais une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on s'est imposé cette restriction, en fait, on peut faire des choses pas mal. Donc, par exemple, comme tout à l'heure, j'ai dit qu'on a cette élimination des quantificateurs dans le corps réel clos. En fait, on peut comprendre aussi dans d'autres structures tout ce que la logique de premier ordre, c'est-à-dire, encore une fois, la logique de premier ordre, c'est tout ce qu'on peut dire en utilisant pour tout et il existe. Donc, tout ce que la logique de premier ordre peut exprimer dans certaines structures, on peut le comprendre parce que on a l'élimination de quantificateurs, donc tout ce que la logique peut dire, en fait, on peut l'exprimer sans quantificateur, et ce qu'on peut exprimer sans quantificateur, c'est relativement facile. Donc c'est vrai dans le corps réel clos, c'est ce que je viens de dire, c'est vrai dans le corps algébriquement clos, que vous savez ce que c'est, j'imagine, dans le corps différentiellement clos, que vous ne savez probablement pas ce que ça veut dire, dans les corps valués qui sont algébriquement clos, il faut juste savoir ce que c'est qu'un corps valué, bon bref. Des structures mathématiques autres que les corps réels clos qui sont intéressantes et où on comprend exactement, on comprend très très bien ce que la logique peut exprimer dedans. Et après, tout comme on a fait dans les cas des structures au minimal, c'est-à-dire on a pris des techniques de la géométrie algébrique réelle et en fait on a montré qu'elles sont applicables dans n'importe quelle structure au minimal. On peut aussi généraliser les... Bon, je triche un tout petit peu, c'est un peu plus faible que ça, mais on peut étendre, on peut généraliser certaines techniques de la géométrie algébrique habituelle, c'est-à-dire la géométrie algébrique complexe, à des structures qu'on appelle stables, qui n'ont strictement rien à voir avec le corps complexe, le plus souvent. Et puis, il y a d'autres choses dans ce genre-là. Bon, personnellement, une chose que je fais souvent, c'est tout ça, mais au lieu de me restreindre à ce qu'on peut exprimer en logique, où on peut dire ça c'est vrai, ça c'est faux, je me permets des valeurs, des vérités intermédiaires, des valeurs réelles, ce qui me permet d'étudier plutôt que des corps... des structures métriques, des structures qu'on rencontre dans l'analyse fonctionnelle et encore. Enfin, bon, bref. Je ne pouvais pas résister à la tentation de mentionner ça. Et puis on fait faire plein d'autres choses sur lesquelles je pourrais élaborer longtemps, mais...
Alors vous en avez parlé, mais j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de l'axiome du choix? Vous y croyez? Oui, bien sûr. Alors il y a une citation d'un célèbre mathématicien dont j'ai complètement oublié de qui il s'agit, qui dit que, bon, vous savez peut-être que l'axiome du choix, il y a plusieurs manières équivalentes de l'énoncer. Par exemple, le principe du bon ordre ou le lemme des ordres, qui dit quelque chose du genre, bon, le principe du bon ordre, évidemment, c'est faux. Le lemme des ordres, évidemment, c'est vrai. L'axiome du choix, bon, je sais pas. Ça changerait bien qu'il était. Non, mais honnêtement, je ne suis pas un théoricien des ensembles. C'est-à-dire, les théoriciens des ensembles, ils ont parfois des bonnes raisons pour étudier des situations où l'axiome du choix n'est pas valable, pour faire des maths habituelles, loin en dessous des ségrants cardinaux. On peut faire des hypothèses. En fait, on peut se permettre des hypothèses beaucoup plus fortes que l'axiome du choix. Et comme on a dit, ce sont 6 ZF est cohérent. Alors ZF plus l'axiome du choix est cohérent. Donc j'ai le droit de l'utiliser si j'en ai besoin pour les maths, et ça me suffit. Voilà. Donc c'est pas tellement question de croyance, de foi, comme question de pragmatisme. J'en ai besoin, je peux l'utiliser. C'est tout. Merci. Est-ce que vous avez des exemples de corps réels clos qui ne sont pas R? Ah oui, très facilement. Regardez tous les... Alors, je vais vous donner 2 exemples. Le premier explicite, c'est-à-dire je prends tous les réels algébriques, tous les nombres réels qui vérifient, qui sont racines d'un polynôme en coefficient entier. Ça forme un corps réel. C'est avec les axiomes que j'ai donnés, je pense que c'est pas si difficile que ça de vérifier. Bon. Ok. Je vous donne un deuxième exemple. Alors ça, c'est moins explicite et ça repose sur quelque chose que je n'ai pas mentionné, même si c'est vraiment fondamental à la théorie des modèles, le théorème de compacité, qui nous dit que si j'ai une théorie, enfin si j'ai un système d'axiomes, et tel que chaque partie finie de ce système, je peux lui trouver un modèle, alors je peux trouver un modèle à tout. Du coup, je vais faire la chose suivante. Je prends tous les axiomes d'un corps réel clos, et je vais ajouter encore un symbole pour une constante. Je ne sais pas ce que ça va donner, sauf que je vais dire, bon, cette constante, elle est strictement positive, et elle est strictement plus petite qu'un 1 sur n. Bon, ça c'est facile à trouver, je mets un 1 sur 2. Mais sauf que je fais ça pour chaque 1 sur n. Donc, chaque partie finie. Donc, c'est réalisé, je peux trouver un modèle à tous les axiomes. Du coup, je trouvais un modèle, un corps réel clos, qui contient un infinitésimal. Un vrai. Donc, ces infinitésimaux, c'est drôle parce que je reviens tout le temps à cet exemple de Newton et Leibniz. Leibniz, il parlait d'infinitésimaux, mais ce n'était pas des objets, c'est les infinitésimaux qu'on utilise en analyse standard. Bon, c'est juste une idée de quelque chose de positif qui tend vers 0. Mais dans ce cours-là, il y a de vrais infinitésimaux et je peux faire ce qu'on appelle l'analyse non standard, c'est-à-dire travailler avec de vrais infinitésimaux. Bon, certains considèrent que ça rend les démonstrations en analyse plus courtes. J'en sais pas, mais voilà. D'accord, merci. J'ai 2 questions d'abord. Le sinus restreint à 0,1, c'est juste pour empêcher qu'une image réciproque soit composée d'un nombre dénombrable d'intervalles et donc de contredire le fait que c'est une réunion finie d'intervalles et de points. Alors, c'est pas juste. Donc il y a aussi Mais... le problème de la surjectivité. Non. Alors, non. C'est pas juste dans le sens où ça ne suffit pas. Mais c'est vrai que c'est l'obstruction à laquelle j'ai fait allusion, évidemment. C'est-à-dire que l'image réciproque de 0, ce n'est pas une réunion finie d'intervalles de points. En fait, je peux trouver dedans tous les nombres entiers, donc je peux trouver l'arithmétique dedans. Donc pour ça, ce n'est pas décidable. Mais c'est pas vrai que dès que j'ajoute quelque chose avec lequel on ne peut pas évidemment retrouver quelque chose un ensemble discret, c'est que ce sera réel clos. Non. Donc le vrai théorème, il dit la chose suivante. Donc je n'ai pas donné le vrai théorème. Le vrai théorème, il est plus fort, et il dit que si je prends le corps réel et j'ajoute
tout ce qu'on appelle toutes les fonctions analytiques restreintes, c'est-à-dire toutes les fonctions, éventuellement plusieurs variables, qui sont analytiques au voisinage d'un compact, et je les restreins à ce compact-là et je les ajoute, alors j'obtiens, en fait là j'ai l'élimination des quantificateurs, et du coup j'obtiens la minimalité à peu près de la même manière. Donc, mais bon, si maintenant j'en ai ajouté une seule, donc j'ai ajouté moins de structures, donc c'est a fortiori toujours au minimal. Mais pour montrer que ça c'est au minimal, j'ai besoin en fait d'ajouter plein d'autres fonctions analytiques restreintes, et ça marche. Mais voilà, il y a une bonne raison pour laquelle je restreins, mais c'est pas juste. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question. Je sais un peu. C'est quoi R pour vous? Parce que vous avez dit que c'est très facile, il reste juste à regarder si un nombre est nul. Bon. Quoi? Si une fois que vous avez fait l'élimination de Tarski, et vous arrivez, et vous transformez en nombres, vous avez marqué, vérifier que 3 fois 7 est plus petit que 18, que c'est vrai ou c'est faux. Mais tester la nullité d'un réel quelconque de la somme d'une série à 0, alors, c'est pas toujours décidable. Oula alors là, on confond. Oui, d'accord. Non. Enfin, c'est-à-dire, il y a beaucoup de questions dans cette question. C'est-à-dire, d'abord, quand je fais la théorie des modèles, j'ai une approche beaucoup plus algébrique. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de calculer des sommes de séries. En particulier, la logique de premier ordre ne peut pas vraiment parler de sommes infinies. Donc c'est juste, je sais pas, donc dans R je ne peux pas parler d'une somme d'une série infinie. La fonction sinus elle est juste donnée comme un objet atomique, pas comme une série qu'il faut sommer. Donc la question en quelque sorte, si on parle juste de la structure logique réelle, la question, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de sens. Après, bon, les fonctions sinus, évidemment. Donc après, il y a la structure analytique, les réels, c'est-à-dire, bon, je peux définir, comme l'a défini Dedekind, et on peut définir en effet les fonctions sinus comme par une série. Et pourquoi ce ne serait pas décidable? C'est-à-dire, j'ai une somme, disons que c'est une somme de positifs, du coup, je peux prendre toutes les sommes partielles, et je peux prendre le sup, et ce sup, ou bien c'est fini, ou bien c'est infini, ce sera un ensemble, si je le définis le sup à peu près comme j'ai fait tout à l'heure avec, donc je peux définir la coupure de Dedekind qui est le sup, et je trouve le réel, enfin, pourquoi ce ne serait pas décidable? Après, il y a une troisième réponse, qui dit la chose suivante. Vous vous souvenez que j'ai dit que ZF était, enfin plutôt que l'hypothèse du continu était indépendante de ZF. C'est-à-dire que, en fait, avec ZF, je ne peux pas savoir s'il y a beaucoup de réels ou peu de réels. Et comment on le démontre? C'est en triche, on change les réels. C'est-à-dire, un réel, c'est un ensemble de rationnels. Donc les rationnels, je sais exactement ce que c'est qu'un rationnel. Ce que c'est qu'un réel, c'est un peu plus flou, c'est un ensemble de rationnels, et il y a des astuces, ça s'appelle le forcing, qui permet d'ajouter des réels, d'ajouter des ensembles, ou d'enlever, bon, ouais, on peut aussi enlever, c'est autre chose, bon, peu importe. Je peux jouer avec les réels, l'ensemble des réels. Et du coup, en fait, en quelque sorte, la troisième réponse à votre question, c'est, en fait, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un réel. Parce que... Non, mais vraiment, je ferme les yeux, quelqu'un me fait un forcing de Cohen, je rouvre les yeux, il y a plus de réels qu'avant. Donc... Alors là, je suis sûr que je n'ai pas répondu à votre question, mais... Bon, voilà, du coup, c'est quoi pour moi un réel? C'est une coupure de... Je ne peux pas faire mieux. Comment est-ce qu'on démontre des choses telles que, par exemple, l'hypothèse du continu, l'accepter ou la rejeter ne change rien à la théorie des règles? Ok. Donc, je viens juste d'y faire un peu allusion. Alors, il y a deux techniques. Enfin, ou plutôt, il y a deux sens ici. Il y a montré que
l'hypothèse du continu est relativement cohérente avec ZF, il y a de montrer que la négation de l'hypothèse du continu est relativement cohérente avec ZF. Bon, le premier, c'est relativement facile, et ça aussi a été fait par Gödel. Donc, c'est vieux. Grosso modo, il a construit ce qu'il a appelé l'univers constructif. C'est-à-dire, dans l'univers des ensembles, dans cet énorme V que j'ai décrit, je prends que des ensembles que je ne peux vraiment pas éviter. Des ensembles que je peux vraiment prouver qu'ils doivent être là. On montre que, 1, j'ai obtenu une collection, ce ne sera pas un ensemble, cette collection de tous ces ensembles, ce sera une collection, une classe propre, qui risque d'être plus petite. En fait, elle est tellement petite qu'il y a vraiment très peu de réels dans cette classe. En fait, il y a juste Aleph1 réel. Donc l'hypothèse des continus est vérifiée. Maintenant, pour montrer que aussi la négation de l'hypothèse du continu est relativement cohérente avec ZF, ça c'est beaucoup plus compliqué, c'est le forcing de Cohen. C'est une astuce pour ajouter, pour injecter de nouveaux objets. C'est-à-dire, c'est différent. Là, je me suis restreint à des choses, à moins que ce qu'il y avait avant. Maintenant, je cherche à aller plus loin, à ajouter des choses qui n'existent pas. Il y a un ordre de grandeur de difficulté à ajouter. Ça marche, bon, c'est toute une théorie. Ça me permet d'ajouter des réels. Et du coup, j'ajoute plein de réels. Et je vois que maintenant, il y a Aleph2, Aleph3. Voilà. Juste une autre question. Est-ce que Aleph2, ça correspond au gardien de l'ensemble des parties de R ou est-ce qu'il y a entre les deux Aleph2, Aleph1, c'est le successeur d'Aleph0. C'est le plus petit cardinal non dénombrable. Aleph2, c'est le successeur d'Aleph1. C'est le deuxième plus petit cardinal non dénombrable. Donc, on sait que le cardinal de R, il peut être égal à Aleph1, Aleph2, à autre chose. Si on parle d'ensemble de parties, de cardinal d'ensemble de parties, bon, là il y a la notation de bête. Bête 1, c'est l'ensemble, c'est le continu. Bête 2, c'est la cardinal de l'ensemble de parties du réel, etc. Bon, c'est une autre hiérarchie. Oui, donc voilà, c'est plutôt une question philosophique, mais ce que je veux dire, c'est vous avez dit qu'on ne pouvait pas tout démontrer avec un algorithme. Et donc, le raisonnement, c'est une sorte d'algorithme. Et donc, du coup, on ne peut pas tout démontrer avec juste un raisonnement. La façon dont on réfléchit. Et finalement, quelle est votre pensée dessus, étant donné qu'on pourrait imaginer, par exemple, qu'il y ait des algorithmes qui soient plus pertinents fortement que les humains et Ok, alors d'abord, ce que j'y pense, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça assure que j'aurai du boulot au moins jusqu'à la retraite. Mais plus sérieusement, on ne parle pas ici de performance, c'est-à-dire, là vraiment c'est oui ou non, ça s'arrête en un temps fini et je m'en fiche si c'est avant ou après la fin de l'univers, ou ça ne s'arrête pas en un temps fini, c'est tout. Et du coup, comme si quelque chose, on peut le démontrer, c'est-à-dire, on ne peut pas vraiment, il y a un algorithme en quelque sorte qui va toujours marcher, c'est-à-dire, je cherche quelque chose, un entier naturel qui code une preuve. Je veux démontrer le théorème de Fermat. Bon, je regarde, est-ce que 1 code une preuve du théorème de Fermat? Non. 2, non plus. Bon, je peux continuer comme ça à l'infini. Bon, quelqu'un a déjà démontré le théorème de Fermat avec des outils beaucoup plus... Donc je sais qu'a priori, il devrait y avoir une démonstration à partir de ZF. On peut formaliser toutes ces démonstrations dans la théorie des ensembles. Donc il devrait y avoir une preuve du théorème de Fermat à partir de ZF. L'entier naturel qui la code, il risque d'être assez. Donc, mais mon problème, en fait, je n'appellerais pas ça un algorithme pour tout décider, parce que si ça se trouve, l'algorithme, s'il n'y a pas de preuve, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, il ne va jamais s'arrêter. Et on ne va pas savoir qu'il ne va pas s'arrêter. Donc, le problème ne sera pas décidé. Ce n'est pas une question de performance. Comment dire? Ok, il y a ce qui s'appelle, donc c'est une idée intuitive, ça s'appelle la thèse de Church. Mais bon, c'est l'idée que, en fait, tous les modèles de calcul se valent.
C'est-à-dire qu'on a les ordinateurs, on a les machines de Turing qui étaient un modèle de calcul qui finalement ressemble beaucoup aux ordinateurs modernes. On a ce qu'on appelle les fonctions récursives qui utilisaient Gödel qui ne ressemblent absolument rien aux machines de Turing, mais on s'en fiche, ça calcule et ça ne calcule pas exactement la même chose. Il y a le lambda calcul qu'on peut aussi montrer, ça calcule et ça ne calcule pas exactement la même chose. Donc, on ne s'attend pas vraiment, ou sinon, si on veut donc quelque chose qui soit strictement plus performant, il devrait être capable de deviner des choses que nos algorithmes, justement, ne peuvent pas deviner. Donc là, on rentre dans la théorie de la calculabilité, calcul avec Oracle et machin. Je ne veux pas rentrer dedans. Donc, mais a priori, tous les systèmes de calcul se valent. Si on ne sait pas, c'est qu'aucun algorithme ne pourra nous dire. En principe, j'ai deux questions. Une plus technique et une histoire de la logique. Donc, d'une part, vous avez dit que sur R, sur les corrèles clos, on peut construire un algorithme qui nous dit si une propriété est vraie ou fausse. Oui, il faut préciser certaines propriétés que je peux exprimer en logique de premier ordre dans le langage des corps. C'est-à-dire. Donc, et les corps réels clos, ils n'ont pas les actions de DNS? Non, justement. Si un corps. Donc justement. Non, on ne peut pas. Justement, dans le corps réel clos, on ne peut pas exprimer les axiomes de Péano. Déjà, avant d'exprimer les axiomes de Péano, est-ce qu'on peut déjà parler des entiers naturels dans le corps réel clos? C'est-à-dire, moi, je sais quels réels sont des entiers naturels, mais je ne peux pas définir cet ensemble par une propriété du premier ordre. Par exemple, parce que c'est un ensemble qui n'est pas une réunion finie d'intervalles de points, et je sais que tout ce que je peux définir, c'est une réunion finie d'intervalles de points. Donc je ne retrouve pas l'arithmétique de Peano, donc je ne retrouve pas les entiers naturels dans le corps réel clos, donc ni l'arithmétique de Peano, ni l'indécidabilité de Gödel, ni rien de tout ça. Merci pour ça. L'autre question que j'avais, c'est j'ai entendu dire que les théorèmes de Gödel ne mentionnent pas les notions de vrai ou faux. Ils parlent, qui démontrent avec une notion qui n'implique pas la définition philosophique de vrai ou faux. Est-ce que vous savez de quoi ça parle, ou si c'est vrai, ou si j'ai entendu une chose que j'ai de bon fausse Je ne suis pas sûr. Lui, ce qui est vrai, c'est que lui, il s'est contenté, je crois, de juste dire ce système, il n'est pas complet. Il ne s'est peut-être pas posé la question de si les actions qu'on a mis dans ce système étaient vraies ou fausses. Je préfère ne pas répondre, c'est pour tout dire. Non, pas. Je ne l'ai pas connu personnellement. J'avoue que tout ce que j'ai lu, c'est des réécritures beaucoup plus modernes de ses travaux. Je préfère,